va passer à la première table ronde sur le fait que l'interprétariat et la médiation soient devenus un enjeu de santé publique. Du coup, je vais donner quelques mots. Ensuite, je laisserai la parole à Véronique Traverso du laboratoire ICAR, linguiste, et Magali Guégan de l'ARS Île-de-France, parce que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est engagée. L'ARS Grand Est aussi, je crois, était très engagée sur la question de l'interprétariat. Et du coup, bientôt l'Île-de-France, mais on va vite le savoir à travers l'intervention de Magali Guégan. Voilà. Du coup, je vais commencer à introduire cette table ronde en disant peut-être un peu trop de généralité, mais ça me paraissait important d'avoir une base sur laquelle discuter. Sachant aussi que cette journée se veut un peu tranquille. D'habitude, nos journées sont un peu denses. Et cet après-midi, il y aura des temps d'atelier, précisément pour échanger. Quelques actions qu'on mène à l'ORSPER qui ont été présentées rapidement tout à l'heure par Alima. Tout ça pour dire que pour nous, à l'ORSPER Samdara, la vieille question, c'est finalement est-ce qu'on a affaire à un public spécifique, quand on pense précaire, quand on pense migrant. Et la traduction qu'on en a faite, ça a été de dire finalement on a peut-être des populations à besoins spécifiques. Et parmi les différents besoins spécifiques, parfois il y a le besoin de se faire comprendre, et l'interprétariat est un sujet, et un gros sujet. Dans nos actions, ça en passe par à la fois faire de la recherche ou s'associer avec d'autres pour faire de la recherche, et aussi de proposer différents outils, et sur ce slide, différents outils que l'on a aujourd'hui à destination des interprètes et des intervenants en santé et des intervenants sociaux, dont le DU Dialogue qui sera discuté cet après-midi, différents guides, une formation à destination des interprètes Prisme, dont une des formatrices est aussi interprète, et un espace psychosocial où on retrouve dans cet espace 2 médiateurs dits pairs qui accueillent les personnes dans les langues. Alima l'a dit, Véronique donnera un exemple ensuite dans son intervention de la matière de l'ouvrage qui vient de sortir sur l'interprétariat en santé, pratique et enjeu d'une communication triadique. Donc il fait suite à une recherche financée par l'Agence nationale de la recherche, qu'on avait intitulée Rémilas, en collaboration avec des linguistes. Donc on a différentes personnes contributrices dans la salle et je tiens à les remercier. Donc l'idée de cette collection Théma aux presses de Rhizome, c'est de faire comme la revue un numéro, et là du coup un ouvrage qui combine des contributions de chercheurs et de chercheuses, mais aussi de personnes dites concernées et des professionnels qui soient du champ sanitaire ou de l'action sociale. Et donc c'est un ouvrage qui a été coordonné notamment par Vanessa Piccoli et Véronique Traverso, ici, linguiste interactionniste, on va dire ça comme ça, dont vous retrouverez des extraits de consultations médicales dans l'ouvrage, donc de la vidéo. Donc dans la version numérique, sur la plateforme carn.info, vous avez des extraits vidéo. Des généralités, j'ai dit. Donc l'idée, c'est de vous présenter rapidement le contexte migratoire aujourd'hui en 2023 en France, avant d'introduire différents enjeux qu'on peut retrouver sur le recours aux interprètes. Des choses qui sont connues, reconnues. Aujourd'hui, on serait moins dans une crise migratoire que dans une crise de l'accueil. Donc on a une forte augmentation de la demande d'asile depuis une quinzaine d'années. Vous avez aussi la problématique des mineurs non accompagnés qui montent sur tout le territoire français. 2 processus importants qui ont beaucoup de conséquences sur la santé mentale. Un processus de précarisation lié aux procédures, mais aussi à la difficulté pour la puissance publique aujourd'hui d'assurer l'hébergement et l'accompagnement de toutes les personnes en demande d'asile. Quand bien même il y aurait une grosse augmentation du dispositif national d'accueil, cela ne couvre pas tous les besoins. Et processus d'irrégularisation.
quand bien même il y a une forte augmentation du nombre d'acceptations des demandeurs d'asile, hein, la norme, ça reste d'être débouté, hein, et la plupart des personnes sur le territoire français vont rester, hein, et du coup une grosse augmentation, hein, du nombre de personnes en situation irrégulière ou avec des problématiques administratives sur le territoire français. Hein. Aujourd'hui, il y a environ 400 000 personnes, par exemple en France, hein, qui ont l'aide médicale d'État. J'ai évoqué la question des mineurs non accompagnés. Hein, c'est le même sujet où beaucoup de personnes vont être en attente de recours, quant à la reconnaissance de la minorité. Hein, et donc, on a en France des territoires où on a beaucoup de personnes en attente de reconnaissance de la minorité. C'est le cas sur la région lyonnaise, et beaucoup de personnes donc en situation extrêmement précaire, hein, au regard des problématiques administratives qui sont les leurs. Alors, je dis ça parce que du coup, ça a beaucoup de conséquences sur le fait qu'on va retrouver des personnes migrantes dans le champ de l'accueil, hébergement, insertion. Donc à la fois, on a un dispositif national d'accueil, je l'ai dit, où on a environ aujourd'hui 102 500 places, hein, c'est le chiffre qui est entouré sur le slide. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a plus de dispositifs de l'hébergement d'urgence demande d'asile que de CADA. Hein. Donc voilà, la norme en France, c'est plus le CADA, mais c'est l'HUDA, hein, UDA. Hein. Donc ça, c'est aussi important parce qu'on est potentiellement sur des accompagnements aussi qui sont moins intensifs. Et vous avez environ 109 000 places d'hébergement généraliste type CHRS, hébergement d'urgence en France, et je le dirai après, hein, qui voit de plus en plus de personnes aussi étrangères et migrantes dans les centres d'hébergement. Donc là, il y a un sujet, hein, je vous renvoie à un rapport de la Commission des finances du Sénat qui disait qu'on avait à peu près 40 à 50% d'étrangers ou de migrants à droit incomplet dans les hébergements généralistes. Donc là, je me base sur les chiffres de l'adresse. Le rapport est paru vendredi, hein, donc il y a quelques jours. C'est des chiffres qui sont tout chauds, et qui prennent part à l'enquête ESDS de 2021. Hein. Et donc les deux chiffres que j'entoure en haut, hein, c'est le nombre d'étrangers non ressortissants de l'UE qu'on va retrouver, hein, dans le champ de l'accueil, hébergement, insertion, hein, en 2021. Donc environ la moitié en CHRS et 70% en hébergement d'urgence. Donc ça, c'est les premiers chiffres aujourd'hui qui objectivent, hein, ce qu'on voit depuis quelques années, hein, le fait qu'on retrouve des personnes, hein, migrantes dans les centres d'hébergement généralistes. Donc ça doit nous intéresser aussi, hein, puisque voilà, le réseau Samdara en 2007 s'était fondé sur le fait de faire le lien entre le champ de l'asile et le champ de la santé mentale. Hein. Et aujourd'hui, il y a un intérêt aussi pour nous, hein, à faire le lien avec les travailleurs sociaux de l'action sociale de ces centres d'hébergement. Potentiellement aussi d'autres opérateurs. Hein. Voilà, c'est pas les opérateurs historiques de l'asile, hein, mais c'est des opérateurs qui auparavant ne travaillaient pas forcément avec des personnes migrantes. Et une sociographie assez particulière, hein, et c'est le deuxième tableau, encore une fois, que je prends à l'adresse, où vous voyez qu'il y a environ voilà, 20% et voire 30% de personnes en hébergement d'urgence qui vont être sous AME, hein, sous aide médicale d'État. Voilà. Donc, on a des personnes qui se retrouvent en centre d'hébergement, hein, issues de l'asile pour la plupart, et sans droit ni titre, voilà, mettez le terme que vous voulez, hein, mais avec de grosses problématiques administratives. Et ce qu'on voit dans le rapport de RES, c'est la première fois que je vois un tableau qui objective si bien les choses, c'est qu'a été questionné, hein, le nombre de personnes qui ne parlent pas français ou peu français. Et vous voyez que dans le DNA, pour rappel, CADA, voilà, HUDA, on retrouve 40% de personnes qui ne parlent pas français, un tiers qui parle peu français, et aussi, hein, dans les centres d'hébergement type CHRS ou urgence,
un tiers de personnes qui parlent peu français, voire 7 et 11% de personnes qui parlent pas du tout français. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, il y a aussi le sujet de l'interprétariat pour les personnes migrantes. Autre chiffre intéressant, qui objective ce qu'on entend aussi depuis plusieurs années, c'est le fait qu'en CPH, donc CPH, un centre provisoire d'hébergement pour les personnes statutaires réfugiées, on a aujourd'hui 17% de réfugiés donc, qui ne parlent pas du tout français. Donc ça fait plusieurs années que des opérateurs de l'asile nous disent voilà, aujourd'hui peut-être des processus d'intégration, d'apprentissage de la langue française qui fonctionnent moins bien. Peut-être aussi une évolution du profil des requérants et de requérantes à l'asile qui fait qu'on a des personnes en situation d'isolement, qui sont pour certaines analphabètes ou autres, et du coup 17% de personnes qui, alors qu'elles ont le statut, ne parlent pas français. Donc gros besoin a priori de recours à interprète pour une partie de la population française, enfin en France, pardon, étrangère, migrante. Et là, on parle que des personnes hébergées. Donc a priori, pardonnez-moi l'expression, mais le haut du panier de l'accompagnement social. Il faut bien avoir en tête qu'on a environ 35-40 000 personnes du DNA qui ne sont pas hébergées. Il faut voir en tête aussi, et c'est un gros sujet de préoccupation pour les travailleurs sociaux en France, un hébergement généraliste et d'urgence qui couvre pas du tout tous les besoins. Et c'est le même sujet pour les personnes issues de l'asile comme pour les personnes apparentées entre guillemets mineurs non accompagnés. Des choses qui sont connues mais que je rappelle et qui font lien avec la suite, c'est qu'on a affaire à un public, des personnes à gros besoins en termes de soutien en santé mentale, l'exil, les violences, les routes migratoires, les conditions d'accueil, les procédures, la précarisation vont avoir beaucoup d'effets sur la santé mentale. Et voilà, un cumul de vulnérabilité sociale, psychique, administrative, qui vient aussi colorer les problématiques de santé mentale de ce public, donc stress post-traumatique, état de stress post-traumatique, anxiété, troubles dépressifs, et du coup des liens très importants entre la situation sociale et la situation en santé mentale. Et le sujet, en 2023, c'est que la plupart de ces personnes vont être prises en charge dans les dispositifs pour personnes précaires, comme les permanences d'accès aux soins de santé, les équipes mobiles psychiatrie précarité, qui vont répondre aux besoins de cette population, mais qui, en France, pour la plupart, vont aussi être très saturées. Et une difficulté pour la puissance publique, pour l'organisation du système de soins, orienté, ce qu'on entend souvent, vers le droit commun, et difficulté aussi à ce qu'il y ait une prise en charge, notamment par les psychiatres libéraux ou les psychologues en libéral. Donc il y a quelques années, à l'ORSPER, on avait eu un financement de l'ARS de notre région pour qu'il y ait une prise en charge par les psychiatres des personnes migrantes en situation de précarité. Mais le sujet, c'est qu'ils étaient déjà extrêmement saturés. Ils nous disaient refuser entre 5 et 20 demandes par jour. Donc pas forcément un désintérêt pour la population migrante et précaire, mais le fait qu'il fallait, entre grosses guillemets, répondre, choisir, filtrer, et qu'ils adoptaient tous des stratégies pour filtrer les demandes. On voit aujourd'hui comment peut-être pour la puissance publique il y a un intérêt aussi à ce que les psychologues puissent prendre en charge ce que la psychiatrie publique n'arriverait plus à prendre en charge. Donc la controverse autour d'un dispositif tel que Mon Parcours Psy. Je ne veux pas ici
débattre. Hein. Voilà, je vous amène ici juste un chiffre qu'on a obtenu par le biais de l'ARS. Hein. Sur les 7 premiers mois du dispositif, on a environ 10% de personnes en situation de précarité qui ont été pris en charge dans le cadre de cette procédure. Et sur les 3700 personnes, c'est ça, qu'une personne sous AME. Donc c'est pas la cible des personnes qu'on retrouve notamment dans les permanences d'accès aux soins de santé ou les équipes mobiles de psychiatrie précarité. D'où l'effort à faire à tous les endroits pour que précisément il y ait une prise en charge de ce public qui ne soit pas uniquement sur les PASS et les EMPP. Donc Damien Vicini était occupé aujourd'hui. Merci à lui d'avoir fait l'introduction. Il nous avait fait passer ce tableau il y a quelques mois de l'utilisation de l'enveloppe qu'il a évoqué tout à l'heure, les 600 000 € à destination des ISM, donc des interprètes pour une prise en charge dans le système de santé. Mais vous voyez que le plus gros de l'enveloppe est consommé par les permanences d'accès aux soins de santé. Et ce qu'on souhaitait, on souhaite développer une prise en charge par les généralistes, les générales, les psychiatres en libéral ou les psychologues, finalement, reste malheureusement assez marginal. Enjeu organisationnel, je ne vais pas en faire des tartines. Du coup, Magali Guégan présentera la question des enjeux liés au financement notamment, mais au modèle. Mais voilà, il y a vraiment un intérêt aujourd'hui en France de rendre effectif la possibilité de choisir la langue de son choix dans le cadre d'une consultation à tous les niveaux. Ce que je mets à la fin du slide, à tous les niveaux, et pas que sur les points chauds, parce que ce que nous montre aussi le matériau d'enquête recueilli, c'est que très souvent les interprètes sont amenés du coup à intervenir dans des consultations à fort enjeu. Mais de plus en plus on se dit, mais voilà, il y a des gros enjeux aussi de prévention, de rendre le maximum d'outils disponibles dans toutes les langues, ça paraît être nécessaire. Mais même se constituent comme étant des consultations potentiellement pas forcément à fort enjeu, peuvent être très 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 importantes parce qu'elles vont avoir beaucoup de conséquences sur la suite des parcours. Une incompréhension, des incompréhensions, de fait, vont avoir extrêmement de conséquences sur la suite pour les personnes. Donc là, je dis ça de pour les interprètes, mais ça, on peut le dire aussi pour les moyens médicaux, sanitaires qu'on peut mettre à disposition aujourd'hui et qui soient plus en amont des parcours qu'en aval, notamment sur des enjeux de certification. Ça va être l'objet d'une table ronde cet après-midi. Pareil, je ne vais pas trop développer ici, mais évidemment qu'il y a un enjeu de reconnaissance, de professionnalisation du métier d'interprète, voire un enjeu de renchérissement, je ne sais pas. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a un gros enjeu sur lequel l'ORSPER s'est positionné, de sensibilisation des professionnels de santé, de l'action sociale au travail avec interprètes et potentiellement à l'intérêt de légitimer le rôle des interprètes dans le soin. Et à ce titre, les associations en France réalisent un gros travail. Alors la question peut-être la plus intéressante, la plus sensible, pareil, qui va être l'objet d'un atelier cet après-midi, qui pose la question de l'alliance thérapeutique. Alors moi je ne suis pas clinicien, mais ce que je veux dire avec mes mots très désajustés, c'est finalement qu'est-ce qui soigne? C'est l'écoute. C'est l'écoute.
Et que font les interprètes? Ils écoutent aussi avec les cliniciens et les cliniciennes. C'est d'autant plus important quand on sait que la plupart des personnes sont traumatisées, psychotraumatisées, ou avec un diagnostic potentiel d'état de stress post-traumatique. Et donc l'interprète, de fait, participe et doit s'accorder aussi avec le clinicien à cette écoute et participe à la polyphonie des échanges. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pouvoir peut-être se raconter une histoire, une autre histoire, dans sa langue, vont être des gros facteurs de soutien en santé mentale. Ça, c'est très important dans un contexte où on a une population qui a dû raconter une histoire dans le cadre de procédures administratives où l'histoire a potentiellement été formatée aussi dans ce cadre. Donc un enjeu de réappropriation de, entre guillemets, sa propre histoire. Bon, l'avant-dernier item, c'est un peu approximatif, c'est un débat que j'ai avec un sociologue qui s'appelle Bertrand Ravon. Est-ce qu'on a affaire à un transfert de charge du monde soignant vers d'autres acteurs, donc on pourrait le dire de manière critique, ou est-ce qu'au contraire, il y a de plus en plus d'acteurs qui participent au soutien santé mentale, donc c'est un débat qui est ouvert aujourd'hui en France. Moi je suis plutôt sur la deuxième option. Et d'ailleurs, c'est le sens de la formation auprès des travailleurs sociaux. Mais voilà, reconnaître aussi le rôle joué par les interprètes, médiateurs, on les appelle comme on veut pour l'instant, dans le fait qu'ils participent au soutien en santé mentale. Et à ce titre-là, quand bien même on n'a pas à faire un ouvrage proprement clinique, je pense qu'on peut avoir une lecture aussi clinique des interactions dans le soin et comment, entre guillemets, elle soigne. Juste pour finir, c'est le dernier slide, c'est approximatif, mais c'est une invitation que je fais à discuter avec la plupart d'entre vous, sachant que malheureusement, il y avait un atelier cet après-midi qu'on a dû annuler sur la pérédance, puisque du coup 2 personnes étaient absentes, dont Aman, que je salue et que je remercie, qui est malade aujourd'hui, donc on va lui souhaiter bon rétablissement. Il y a un intérêt pour nous à mettre en rapport aujourd'hui interprétariat, médiation et pérédance. On l'avait déjà fait en 2020 quand on avait sorti Cahier de rhizome sur interprétariat, médiation et pérédance. Dans le bouquin, on le refait un peu, parce qu'il y a Aman qui contribue. Aman qui est médiateur pair à l'espace psychosocial. On avait lancé il y a quelques années un projet de recherche TIASAM, tiers intervenant en santé, voilà. Donc d'élargir finalement cette question de l'interprétariat à la question plus générale des activités de médiation et potentiellement de pérédance. Alors ça c'est lié aussi à nos activités à l'ORSPER, parce qu'on ne s'intéresse pas qu'aux personnes migrantes. Et aujourd'hui dans le champ de la psychiatrie, voilà, il y a une évolution qui fait qu'on va plutôt promouvoir des perspectives orientées rétablissement. Et ce que l'on constate, c'est que cette promotion d'avoir des pratiques orientées rétablissement peut en passer par la valorisation de l'expérience des personnes concernées par des troubles. Et le fait que des médiateurs pairs peuvent être, dans beaucoup de situations, support, conseil pour venir aider les personnes directement concernées. Et inversement, que ces personnes voient en des pairs des personnes qui peuvent inspirer un parcours dit de rétablissement. Donc a priori, on est loin de l'interprétariat. Pour autant, quand on enquête auprès des interprètes et auprès des personnes concernées, on retrouve chez elles le fait que précisément, elles peuvent s'identifier au parcours des unes, des uns et des autres. Et que jusqu'alors, la professionnalisation du métier d'interprète a fait qu'on a plutôt mis à distance. On a mis l'identitaire à distance. Ça peut se comprendre, c'est une règle qui vient protéger.
Mais qu'en est-il aujourd'hui, alors que depuis 2012, la charte sur l'interprétariat, et aujourd'hui en 2023, il y a une évolution aussi du champ de la santé mentale, où on constate que précisément pour soigner, il faut miser aussi sur les ressources, sur les compétences, sur les expériences des personnes. Et là, il me semble qu'il y a un sujet à l'endroit de l'interprétariat. Et en tout cas, les personnes interprètes et les personnes concernées par des situations d'interprétariat vont nous dire des choses de cette relation, où précisément ce qui est en jeu, c'est aussi leur propre expérience, leur propre ressenti. Donc voilà, une invitation aussi à faire potentiellement évoluer ce qui serait de l'ordre de la professionnalité du côté des interprètes, et potentiellement la valorisation des compétences, des expériences des uns, des unes et des autres, et faire évoluer ce qui s'apparenterait à une sorte de règle, qu'elle soit explicite ou implicite. Voilà. Je me tais, merci beaucoup, et je laisse la parole à Véronique. Merci, Véronique. Bonjour à tous. Donc moi je vais reprendre à partir d'une diapo que Nicolas a présentée, qui présente l'ouvrage, et je vais tout simplement un peu dérouler à la fois le projet et le contenu de l'ouvrage pour donner une petite idée de ce qu'on a voulu faire. Donc je vais commenter la table des matières. Dans l'ouvrage, en fait, il y a plusieurs dimensions qu'on a essayé de saisir. Une première dimension qui est un cadrage un petit peu général et qui correspond à ce que Nicolas vient de présenter de façon très riche. Donc, je ne recommande pas ces deux premiers chapitres qui donc placent un petit peu les enjeux, etc. Ensuite, on a la suite des chapitres qui se divise à nouveau en deux. Une première série de 3 chapitres où peut-être il est intéressant de commenter les titres, donc l'interprète comme traducteur, l'interprète comme médiateur, l'interprète comme coordinateur. Donc ces 3 facettes, ce sont 3 facettes qui ont été à la fois, distinguées dans les recherches sur l'interprétariat comme forme d'interaction, qui à la fois ont été distinguées et qui à la fois ont été décrites de telle sorte à montrer comment ces 3 facettes s'imbriquent perpétuellement dans la pratique des interprètes. Donc nous, sur le plan, disons, purement pratique de la présentation dans un ouvrage, on était bien obligé de les séparer. En fait, ces 3 facettes, donc on les aborde successivement, mais bien évidemment, elles sont toujours imbriquées les unes et les autres dans toute interaction avec interprète. Donc je dis un mot quand même sur l'interprète comme traducteur, parce qu'une des idées centrales de l'ouvrage que Nicolas a reprise, c'est de dire, et ça poursuit les premières recherches qui avaient été faites sur l'interaction avec interprète, de dire, contrairement à ce que les gens pensent peut-être, et que parfois ils espèrent, l'interprète n'est pas un simple conduit, une espèce d'entité transparente qui va juste transférer de la parole. Donc on essaye de montrer, au contraire, les différentes fonctions de l'interprète. Mais cette partie sur l'interprète comme traducteur, ça remet quand même un petit peu l'accent sur le fait que le travail sur les langues, le fait que cette compétence de l'interprète, qui est celui dans la situation qui a la possibilité de naviguer d'une langue à l'autre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus complètement oublié, ce qu'on a peut-être tendance à faire maintenant, et c'est celui qui justement est capable de montrer, par exemple, la culture dans la langue. Par exemple, est-ce que m'adresser à vous et nous trouver ici réunis me réchauffe le cœur ou me rafraîchit le cœur? Alors ça, c'est l'interprète qui est capable de passer d'une métaphore à l'autre en passant d'une langue à l'autre. Donc toute cette dimension-là, on a aussi voulu lui laisser une place à côté des 2 autres dimensions, donc l'interprète comme médiateur, où on montre que ce travail de médiation, il est inhérent à l'interprétariat, et le travail de coordinateur, qui est peut-être la chose à laquelle on pense le moins immédiatement, qui est le fait que l'interprète est celui qui va, par exemple, pouvoir réguler ou régir ou régler ou organiser
le circuit de la parole dans la situation à 3 participants. Donc cette dimension purement interactionnelle qui en même temps est extrêmement importante et qui fait que par exemple on entend assez souvent des personnes dire oui mais quand il y a l'interprète en fait il y a des moments où il parle longtemps avec le patient dans une langue que je ne comprends pas, ça dure longtemps alors que moi j'ai dit une chose très courte. Donc tout ce travail de coordination en fait de la communication. Et puis ensuite, on a des focus sur 4 thématiques qui nous ont paru vraiment d'importance. Les émotions, le recours aux outils digitaux, donc la visioconférence ou l'interprétation par téléphone ou encore le recours au logiciel de traduction. Un chapitre sur le pouvoir, le partage du pouvoir que la présence de l'interprète implique nécessairement, et puis la formation. Alors, l'organisation de l'ouvrage, c'était aussi, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, de pouvoir avoir des sortes de contrepoints dans chacun des chapitres. Donc il y a des parties d'analyse, de présentation d'analyse, et puis en fin de chapitre, on a une prise de parole d'une autre personne qui n'a pas participé à la recherche et qui va donner un point de vue, parfois en contradiction, qui parfois va remettre un petit peu en question certains aspects qui sont défendus dans le chapitre, qui parfois va simplement témoigner de sa pratique ou de situations particulières qu'il a rencontrées. Donc voilà, ces différents témoignages. Voilà, les témoignages, ça va être parfois des personnes traduites, le vécu de la personne qui est traduite, le vécu du soignant, le vécu de l'interprète. Et puis on a aussi des interventions dans ces petites sections dans chacun des chapitres, des réflexions plus générales, sociopolitiques, de différents acteurs, donc des interprètes, des médiateurs pairs, des acteurs institutionnels, des étudiants du DU, d'autres chercheurs et des soignants. Et là, donc un exemple, je montre un exemple de la façon dont l'ouvrage est un petit peu construit. Donc on a à chaque fois sur une thématique une présentation qui se veut assez succincte. On a essayé de faire quelque chose qui soit, disons, pas light, mais qui soit, disons, accessible et pas trop jargonnant et pas trop fatigant ou ennuyeux. On a essayé. Et ensuite, on a, pour la plupart de ces points, on a une petite vidéo qui illustre. Et donc ça rejoint vraiment le fait qu'on a essayé de montrer vraiment ce qu'on voyait dans les échanges, dans la pratique, dans les consultations. Donc ça se présente de cette manière-là. Vous voyez, vous avez la petite explication qui est assez succincte. Ensuite, vous avez l'indication avec la caméra de est-ce qu'il y a une vidéo ou est-ce qu'il n'y a pas de vidéo. En dessous, vous avez la transcription de l'extrait qui permet un petit peu d'objectiver les choses. Transcription qui est illustrée par des images qui essaie de présenter les points, et ensuite vous avez en dessous donc un peu l'analyse de l'extrait. Mais il y a 2 choses différentes, il y a les problèmes neurologiques de votre enfant et puis les problèmes neuropsychiatriques. يعني توجد يعني problème neurologique des problèmes neuropsychiatriques. Voilà, c'est 2 choses bien différentes, c'est pas forcément les mêmes spécialistes qui vont accompagner les 2 aspects, même si c'est la même problématique. Nous avons des spécialistes qui ont des problématiques. Les vidéos, ça nous permet de pouvoir montrer de façon assez précise les ressources, disons, communicatives, organisationnelles qui sont utilisées par les participants. Donc en fait, le petit extrait qui est en bas, je l'avais mis sans le son, c'est justement pour montrer comment les postures des 3 participants sont utilisées pour organiser la communication. Donc vous allez voir l'orientation du corps du soignant, donc ici, comment il va transmettre la parole par
sa position de tête, comment il se retourne. Vous allez voir comment l'interprète arrive à... comment l'interprète interprète justement, comprend ces signaux et s'apprête à parler. Donc c'est la transmission de la parole entre les deux participants. Donc là, il va se retourner. Une fois qu'il a fini, vous voyez, là, il parle, il se retourne et elle commence à parler. Et là, regarde, donc je le repasse une fois. Avant même qu'il ait fini, elle s'avance. En ayant interprété les signaux non verbaux qu'il envoie, verbaux et non verbaux. Bon, hop. Voilà, et donc je voulais finir en remerciant en fait non seulement tous les contributeurs à l'ouvrage, on a été nombreux et ça a été vraiment un moment de partage et de travail très, très riche en fait entre nous avec ces différents points de vue qui sont présentés, et remercier également, comme on l'a fait d'ailleurs à chacune des journées du projet de recherche Rémilas, toutes les personnes, les patients, les demandeurs d'asile, les soignants, les interprètes, qui ont accepté d'être filmés, puisqu'on a quand même une centaine de consultations qui ont été filmées, et qui ont accepté de parler, de consacrer du temps à cette recherche, et c'est ce qui nous a permis de faire cet ouvrage. Voilà, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, en fait, je vais intervenir, alors pas tant au titre de la RFI de France qu'au titre des 8 dernières années que j'ai passées sur le sujet migration et santé, mais à différentes fonctions finalement au sein des pouvoirs publics, donc ministère comme ARS. Pourquoi cette question du passage à l'échelle de l'interprétariat? Ça a été introduit finalement par Nicolas, mais les causes des flux migratoires, elles sont nombreuses, vous le savez. Les causes des flux migratoires contraints, les guerres, l'effondrement économique, le changement climatique et toutes ces conséquences à venir. Ces facteurs-là, au-delà des migrations, on va dire choisies, qui elles-mêmes sont par ailleurs exponentielles avec les échanges internationaux, ces flux migratoires, ils sont pas amenés à se tarir, ils sont pas amenés à diminuer. Et on aura beau, les pouvoirs publics auront beau prendre des postures très différentes sur les politiques migratoires, il serait totalement illusoire de croire que des politiques migratoires plus dures pourraient mettre fin ou réduire les migrations. Et donc, en fait, comment dire, affronter la question et regarder en face la question des migrations sur le système de santé, c'est en fait raisonner, savoir comment aujourd'hui le système de santé doit être transformé et en tout cas doit s'adapter au fait qu'il y a des personnes qui ne parleront pas nécessairement la langue quand elles auront besoin d'accès aux soins. Et donc la question de la démarche structurelle sur les sujets migration et santé, elle passe par il n'y a pas que l'interprétariat évidemment, hein, il y a énormément de choses qui devraient rentrer dans une réflexion sur la structuration du système de santé. On peut la voir par exemple sur les enjeux de prévention en amont. On a vu avec le Covid qu'on a été capable de pouvoir dépister toute personne, quels que soient ses droits, quel que soit son titre de séjour, et donc on pourrait aujourd'hui quand même se questionner sur pourquoi ce n'est pas aussi l'avenir qu'on puisse prendre en amont très tôt une prise en charge, et quels que soient les droits ouverts, les droits incomplets ou les autres. On voit aussi que les enjeux de coordination des parcours complexes, elles sont valables pour tout le monde, elles sont valables évidemment aussi pour les primo-arrivants et les personnes migrantes, qu'aujourd'hui on n'a pas encore de structure du système de santé autour des enjeux de coordination, de la valorisation de la coordination, et donc ça fait partie des choses qui devraient être pensées pour mieux structurer le système de santé et améliorer les qualités de prise en charge. Et on a évidemment médiation en santé et interprétariat qui sont amenés, en tout cas qui devraient l'être, des composantes à part entière du système de santé. Ça a déjà été dit, la médiation et l'interprétariat, il y a eu une reconnaissance au moins d'un pouvoir, avec un pouvoir symbolique assez fort en 2016, le fait que dans la loi, ce qui n'est pas anodin dans le système de santé, qu'on introduise les concepts de médiation et d'interprétariat. Mais il n'y a pas eu, en fait, ce qu'on aurait pu attendre d'une inscription législative de l'interprétariat et de la médiation, c'est-à-dire une mise en œuvre structurelle sur un territoire national avec des enjeux d'égalité entre les territoires. Et donc cette marche-là n'a pas
été encore franchi. Sur l'interprétariat, clairement, au-delà de la qualité de prise en charge, de se faire comprendre et d'être compris en termes de santé, c'est aussi le moyen de lever l'obstacle aussi à l'inscription durable dans un parcours de soins. Parce que c'est bien d'entrer dans le soin, mais c'est aussi comment y rester. Et effectivement, on a les sujets d'accès en ville et du fait qu'aujourd'hui, le droit commun côté ville a une faible part. Et donc, c'est encore démontré par les chiffres qui ont pu être présentés. Mais parce qu'effectivement, à la fois, on est confronté au système de la saturation de l'offre. Et clairement, les problèmes sont beaucoup plus aigus quand on rajoute la barrière de la langue et la difficulté des parcours. Et donc, aujourd'hui, effectivement, la ville, alors si dans des dispositifs, on va dire, spécifiques, de prise en charge spécifique des personnes primo-arrivantes et des personnes en situation de grande précarité, il y a plus de chances d'avoir accès à l'interprétariat, dans le droit commun, c'est encore très disparate. Et c'est disparate aussi parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de modèle national et il n'y a pas de financement clair et structuré de l'interprétariat. Aujourd'hui, le financement de l'interprétariat, ça résulte à la fois de décisions qui sont très contextuelles, à la fois de différentes tuyauteries de financement sur lesquelles les acteurs peuvent jouer pour essayer de financer l'interprétariat. Donc évidemment les agences régionales de santé, mais aussi les hôpitaux à leur échelle. Aujourd'hui, une des grandes parties de la dépense, on va dire, en interprétariat et du financement de l'interprétariat, c'est via les fonds d'intervention régionaux des ARS. Donc les ARS, elles reçoivent des crédits du national chaque année avec des taux d'évolution. Et cette dotation de fonds d'intervention régionale, il résulte après de choix de chaque ARS de comment répartir tous ces crédits. Alors si on prend le secteur santé-précarité, il y a évidemment, vous imaginez, un lot très important et énormément de dépenses à faire dans des champs différents, interprétariat, médiation, mais toutes les associations qui agissent en proximité des personnes très vulnérables, puisqu'on sait que l'intermédiation associative, c'est une composante nécessaire dans l'accès aux soins et que sans les associations qui bénéficient de subventions des ARS pour pouvoir toucher les personnes migrantes et pour pouvoir les ramener vers le soin, c'est évidemment le principal poste de dépense sur les sujets de santé. Et donc, quand on prend l'interprétariat, aujourd'hui, il y a une disparité, évidemment, des méthodes de financement d'interprétariat sur ces fonds d'intervention régionaux. Donc, on peut avoir soit, en fait, l'ARS peut recourir à un prestataire d'interprétariat pour donner accès à d'autres. Et donc ça, c'est plutôt le sujet du marché public. Donc comment une ARS passe un marché public pour un opérateur d'interprétariat auquel derrière les gens auraient accès. Alors les gens auraient accès soit en tant qu'usagers, soit en tant que professionnels de santé. Là encore, il peut y avoir des modèles différents. Soit ça peut être par de l'intermédiation par l'offre de soins. Je finance l'offreur de soins pour que lui-même ait recours à un interprète, ou je finance un intermédiaire régional, et donc ça a été le cas dans certaines ARS, par exemple, de conventionner avec les unions régionales de professionnels de santé pour qu'eux-mêmes aient un prestataire d'interprétariat qui bénéficie aux professionnels de santé de ville. Donc il y a effectivement des modèles comme ça. Je finance les associations pour qu'elles-mêmes aient des interprètes et recours à l'interprétariat dans leur action quotidienne, ou je finance des établissements de santé pour les aider à structurer leur interprétariat au sein de leur service. Sur les établissements de santé, très souvent on entend le débat sur comment faire en sorte que tout établissement de santé puisse avoir un système d'accès à l'interprétariat et donc puisse être financé au titre de l'interprétariat. Il n'y a pas de financement et de tuyauterie financière dédiée à l'interprétariat qui abonde les établissements de santé. Par contre, il y a ce qu'on appelle la mission d'intérêt général précarité, qui est en fait une dotation complémentaire aux établissements de santé, qui tient compte de leur file active de personnes en situation de précarité, avec des indicateurs qui, je crois d'ailleurs, sont régulièrement débattus, mais qui a vocation à pouvoir aider un hôpital à prendre en charge les surcoûts liés à la prise en charge de personnes en situation de grande précarité. Il y a des hôpitaux qui ont réussi à mobiliser des financements sur cette source-là, d'autres non, et donc finalement c'est des choix aussi d'hôpitaux, de ce qu'ils peuvent ou pas faire avec le budget qu'ils ont. Et donc, on a des hôpitaux en pointe, alors évidemment ici, mais on a le CHU de Toulouse, on a le CHU de Strasbourg. En tout cas, il y a des établissements qui se sont lancés dans une vraie organisation, donc à la fois financière et organisationnelle, sur l'interprétariat. Mais une fois de plus, ce n'est pas partout le cas. En général, les permanences d'accès aux soins sont plus souvent
avec un accès à l'interprétariat, mais dans les services de droit commun, et encore plus pour le non programmé, la difficulté d'accéder à l'interprétariat dans la prise en charge reste quelque chose de majeur. Dans tout le médico-social aussi, parce qu'on oublie souvent qu'il y a un secteur médico-social qui est en charge des personnes en situation de grande précarité, les lits halte soins santé, les appartements de coordination thérapeutique ou les lits d'accueil médicalisés. Tous ces dispositifs-là sont pareils, sont financés par des coûts à la place, qui sont financés au niveau national, mais ces coûts à la place, ils n'intègrent pas du tout de dépenses d'interprétariat. Or, là, on n'avait pas les chiffres de l'adresse sur ce type de structure-là, mais également dans ces structures, une grande partie des personnes ne maîtrisent pas bien la langue française ou ne parlent pas français. Elles sont aussi une grande partie à être sans droit encore ou sous l'AME. Donc là encore, le système de financement du médico-social ne prend pas aujourd'hui en compte la question de l'interprétariat. Donc aujourd'hui, face à ces diverses sources, donc elles existent et c'est très bien qu'elles existent et que des ARS puissent faire et essayer de soutenir, toujours est-il que du coup ça crée nécessairement des situations disparates et donc des inégalités d'accès claires sur le territoire dans le cadre de la prise en charge. Et donc comment on passe à l'échelle et comment on change ça. Il y avait une mission IGAS qui avait été sollicitée pour ça, parce que dans d'autres pays, il existe des modèles d'accès à l'interprétariat qui sont très structurels. Il y a le modèle québécois, au Royaume-Uni ça existe aussi, le modèle suédois, en fait, ils ont des modèles où c'est financé, donc soit financé directement par un accès à l'interprétariat financé au niveau des pouvoirs publics, pour résumer, parce que chacun évidemment a son système différent, soit par une solvabilisation systématique des offres de soins. Ça veut dire que tous les offres de soins sont financés pour pouvoir avoir un marché interprétariat pour leurs membres. Et donc l'IGAS, c'était 2018, elle a été saisie pour justement, en fait, autour de deux objectifs, pour formuler des propositions pour rendre l'accès à l'interprétariat effectif à la fois dans le secteur hospitalier et en ville, et en tenant compte de la diversité de l'interprétariat entre le téléphonique et le présentiel, et objectiver ce fameux modèle économique et les sources de financement qui feraient qu'on pourrait rentrer dans un système où, dans l'offre de soins, on peut, sans difficulté et avec la facilité nécessaire pour les professionnels de santé, on peut accéder à l'interprétariat. Ils avaient étudié à peu près tous les scénarios, toutes les expériences qu'il y avait d'une ARS à l'autre, d'un établissement à l'autre, un peu tout ce qui avait été fait déjà en France, évidemment avec un benchmark de tous les autres pays. Et ils ont atterri sur la proposition, sur une proposition qui avait vraiment le mérite de franchir un gros cap sur le passage à l'échelle de l'interprétariat, qui était d'avoir un marché national par la Caisse nationale d'assurance maladie, où donc on avait la Caisse nationale qui passait un marché public avec un prestataire d'interprétariat pour du téléphonique, du présentiel, ça pouvait être à l'outil, etc. Mais le principe, c'est qu'il y avait un marché public qui faisait qu'après, chaque professionnel de santé pouvait accéder via son... Alors, vous êtes sûrement parmi vous des professionnels de santé par son compte Amélie Pro, tout simplement, pouvoir derrière, j'ai un patient qui ne parle pas bien français, je peux demander ma prestation en ligne d'interprétariat pour y accéder, comme aujourd'hui, par exemple, dans le libéral, un médecin, il peut aller sur son espace pour, par exemple, commenter des tests rapides d'orientation diagnostique. C'est à peu près le même système, c'est de solliciter une prestation d'interprétariat via son espace professionnel pour bénéficier, alors téléphonique pour la ville-hôpital, c'était le modèle, et pour le présentiel, la mission IGAS, pour le présentiel, faisait rentrer cette prestation dans le marché national que pour la ville, laissant aux établissements de santé le soin de s'organiser sur l'interprétariat en présentiel. Mais bon, à la limite, c'est des petites modalités, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce modèle, il avait le mérite de solvabiliser finalement pour les professionnels de santé l'accès à l'interprétariat. Et donc, c'était aussi un service. Alors nous, évidemment, quand on parle surtout d'abord de l'intérêt de l'usager et que c'est du coup, ça permet à l'usager de pouvoir comprendre, de pouvoir s'exprimer dans sa langue de manière simple. Mais cette proposition-là, elle avait aussi le mérite de dépasser le sujet de personnes migrantes, personnes sans papier, etc., et ne pas rentrer dans ce débat-là, et d'en faire un système où c'était un service aussi aux professionnels de santé, pour aussi essayer de favoriser l'acculturation d'ailleurs des professionnels de santé à l'utilisation de l'interprétariat. Bon, si on est là aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est que le rapport, il n'a pas été suivi des faits. Il n'a pas été suivi des faits. Alors, évidemment, c'est toujours très compliqué pour un décideur public quand il est face à un rapport et à des recommandations de l'IGAS pour prendre en fait les décisions qui suivent. Alors,
Peut-être il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a sûrement un facteur très technique qui est l'estimation de la dépense. Et ça, pour un décideur public, l'estimation de la dépense, c'est un peu la clé pour obtenir des arbitrages. Et dans ce rapport-là, il y avait beaucoup d'hypothèses qui avaient été faites financières, mais grosso modo, si on lit le rapport, elles allaient de 20 millions à 300 millions. C'est pas trop les mêmes sommes. Très souvent, alors ça atterrissait sur 20 à 40 millions, tout en soulignant l'estimation basse, puisqu'on sait aussi qu'il y a nécessairement, à partir du moment où le système existe, il y a une facilité de recours. Et donc le besoin lui-même s'exprime encore plus que quand il n'y a pas de possibilité de recours. Et donc je pense que clairement, il y a eu une incertitude sur peut-on se lancer dans un marché avec une dépense qu'on ne sait pas bien estimer? Est-ce que ça doit être un marché qui aura une dépense capée, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, ça s'arrêtera parce qu'en fait, on aura dépassé la somme annuelle consacrée à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la poursuite de la prise en charge d'une personne? Et donc ces questions-là, d'ailleurs, c'est aussi celles que se posent les ARS quand elles pensent marcher. C'est des enveloppes qui sont fermées parce que les enveloppes, à un moment, enfin, elles sont pas exponentielles. Et donc finalement, si l'enveloppe était dépassée, ça voudrait dire qu'il faudrait retirer des subventions à d'autres. Donc en fait, c'est pas concevable. Mais je pense qu'il y a aussi ce sujet de l'estimation qui est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Alors en même temps, plus on avance avec les données comme celles de l'adresse qui ont été présentées, plus ça permettrait aussi de continuer, de poursuivre un peu ce travail et pour mieux documenter ce que serait ce modèle économique de l'interprétariat. Et après aussi, quand on parle d'interprétariat, on peut dire aussi que certainement que l'enjeu politique sur ces sujets-là, pour obtenir des décisions, des arbitrages favorables, clairement, ça fait partie des sujets de l'interprétariat qui peut se situer au cœur des tensions entre politique migratoire et politique de santé publique. On n'a pas de doute ici du point de vue de la santé publique, mais clairement, on sait que beaucoup de mesures sur le champ santé-précarité et encore plus santé-immigration sont souvent coincées en fait dans ces tensions entre politique migratoire et politique de santé publique. Et clairement, quand une politique migratoire défend plutôt l'apprentissage de la langue française pour les personnes qui sont avec titre de séjour et qui considèrent que les personnes qui sont sans titre de séjour, il ne faudrait pas non plus donner trop de droits. On voit très bien les discours horribles sur l'appel d'air que constituerait l'AME. Très certainement que certains pensent aussi que financer l'interprétariat, ce serait aussi de l'appel d'air. Donc on est souvent coincé aussi dans cette tension entre les enjeux de politique migratoire et les objectifs et les enjeux de santé publique. Donc au final, avec ce passage à l'échelle qui n'est pas encore rendu possible par le national, alors clairement le plaidoyer doit continuer. Sur la médiation, ça a beaucoup progressé ces derniers temps, donc pourquoi pas sur l'interprétariat. Sur la médiation, aujourd'hui, on a plus d'espoir qu'il y a quelques années sur le fait qu'on allait passer à l'échelle avec des financements plus structurels pour la médiation en santé depuis le rendu du rapport sur la mission de Normandie. Et donc il faut continuer. Et donc dans l'attente, c'est comment les ARS effectivement s'engagent. Et on a des ARS qui se sont clairement engagés. Donc Auvergne-Rhône-Alpes évidemment ici. On a Grand Est, on a Pays de Loire aussi qui avait fait des choses intéressantes sur l'interprétariat. Et par exemple côté Île-de-France, pour conclure là-dessus, clairement nous on n'a pas encore de marché interprétariat qui permettrait vraiment de donner un accès large à l'interprétariat. Aujourd'hui ça a été plutôt consacré sur des financements des associations qu'on des interprètes et du financement de l'interprétariat sur toutes les équipes mobiles qui vont à la rencontre des personnes en amont pour les orienter, pour faire des bilans infirmiers, etc. Donc c'est plutôt là qu'a été consacré les financements sur l'interprétariat. Et avec le nouveau projet régional de santé, clairement la question se pose aujourd'hui, vu que le rapport national n'a pas été encore suivi des faits, de faire comme nos collègues de l'ARS ARA et de voir comment on pourrait modéliser. Alors, sur une région Île-de-France, les besoins sont plus grands. Par exemple, moi, si je vous donne un chiffre sur le médico-social, et donc sur toutes les équipes mobiles et le médico-social pour les personnes en situation de précarité, nous, on est déjà à 1 million de dépenses interprétariat pur l'année passée. Donc, vous voyez, on est sur des échelles qui bougent beaucoup sur l'Île-de-France. Et donc, clairement, on aura à travailler cette question du modèle, de la bonne enveloppe, du bon périmètre pour permettre l'accès à l'interprétariat. Voilà.